Bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous, ou rebonsoir pour celles qui nous ont suivis il y a quelques instants pour le lancement de cette Digifoire de Pau dans laquelle s'insère cette webconférence de l'Agri organisée par la République, par Sud-Ouest, par l'Éclair Pyrénées, avec des partenaires qui ont répondu présent à leur invitation sur un thème qui est encore plus d'actualité qu'il ne le fut déjà depuis de nombreux mois, de nombreuses années. Nous en parlons des circuits courts. Est-ce venu le temps des circuits courts? Un sujet que nous avons développé avec donc à la barre pour mener ce programme Nicolas Rebière, qui est le rédacteur en chef de La République et de l'Éclair Pyrénées. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Et Romain Belli, qui représente le journal Sud-Ouest, chef de l'agence Sud-Ouest à Pau. Vous avez tous les deux organisé ce débat qui fait suite d'ailleurs à un supplément paru il y a quelques jours dans vos colonnes que l'on retrouve sur vos sites internet respectifs. C'est bien cela mon cher Romain, puisque l'ensemble de ces webconférences qui ont plusieurs thématiques tout le long de l'année permettent ainsi un développement qui est à la fois web télé mais également écrit. Absolument. Les lecteurs de Sud-Ouest, La République et l'Éclair ont découvert un début de contenu de ces conférences sur les circuits courts il y a 2 jours dans nos journaux respectifs. On s'est intéressé justement à cette problématique des circuits courts et à ce qui s'est matérialisé, notamment pendant le confinement, c'est-à-dire un véritable boom dans la consommation des produits locaux. Alors pour répondre à vos questions aujourd'hui, 3 invités, le directeur général du pôle agricole de la coopérative Euralis, Laurent Dubin qui est parmi nous. Vous entraînez le plateau de cette Digifoire de Pau qui accueille donc cet enregistrement. Merci à vous d'être présent. Bonsoir et ravi d'être là pour parler des circuits courts dans ce nouveau plateau qui est magnifique. Euralis, circuit court, nos 2 journalistes ne vont pas manquer de vous interroger sur évidemment la concordance d'avenir d'Euralis avec les circuits courts. Oui, ben vous le savez, Euralis est une coopérative agricole fermement ancrée dans ces territoires qui accompagne 14 000 agriculteurs au quotidien. Et on va avoir l'occasion d'en parler, qui a été pionnière en 2018 avec l'ouverture de sa table des producteurs, c'est-à-dire 35 corners qui, au quotidien, distribuent les produits des agriculteurs du Sud-Ouest dans nos magasins. Et nous y reviendrons tout à l'heure. Charles Pelin est le vice-président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Alors on est dans une semaine Charles Pelin où le conseil départemental redit à quel point, par exemple, manger bio est important, puisque hier avait lieu à Bayonne le 10e le forum Manger Bio, du moins le 8e forum, le 10e anniversaire de Manger Bio et local. Vous avez donc évidemment toute votre place ici même, d'autant que vous êtes vous-même de plein pied dans le monde agricole, professionnellement. Tout à fait, bonsoir Eric, bonsoir à tous. Effectivement, je suis engagé dans la vie publique, mais je suis surtout avant tout agriculteur sur une exploitation dans le nord-est des départements des Pyrénées-Atlantiques sur laquelle on produit des vins d'appellation Madiran et Pacheron du Vic-Bilh et du Kiwi sous label. Et puis parmi nous également Marie Calvrol, qui est la responsable des marchés des professionnels et des agriculteurs au Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Une conférence agricole sans le Crédit Agricole, ça paraît inconcevable. Mais outre en effet la concordance des noms, l'ADN évidemment que vous avez venant de la naissance même du Crédit Agricole dans le monde agricole, aujourd'hui, parler circuit court, parler devenir, parler futur du monde agricole fait partie évidemment de vos principales préoccupations. Oui, bonsoir Eric, bonsoir à tous. En effet, je suis ravie d'être ici. Donc, comme vous le disiez, le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, donc ça fait 130 ans que l'on accompagne les agriculteurs, à peu près 20 000 agriculteurs clients sur notre territoire et bien entendu, le sujet des circuits courts, c'est l'essence même de leur activité, que de vendre leurs produits. Et c'est un phénomène, effectivement, qui vaut la peine d'être évoqué puisqu'on constate toute son importance, notamment ces derniers temps. Romain, c'est un phénomène. Je vous laisse introduire peut-être les propos de ce débat. Alors, comme je le disais, on l'a tous constaté pendant le confinement et depuis, la consommation en circuit court de produits locaux ascendante depuis une dizaine d'années. Là, ça a carrément explosé, pour réemployer ce terme. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'on va rester sur cette courbe-là exponentielle ou on va revenir à la courbe initiale de progression piano-piano. Alors, on va commencer d'abord par une première question. Le boom dont je vous parle, est-ce que tout le monde l'a constaté ici?
Voilà, alors on va peut-être commencer avec vous, Monsieur Dubin, pour Euralis. Alors effectivement, nous, le boom, on l'a constaté en 3 temps. Hein. Un premier temps, on va dire avant le Covid, on était déjà sur une dynamique forte avec 25% de progression de nos ventes sur les circuits courts. Donc on était déjà inscrit dans une dynamique. Et puis il y a eu un second boom, pour prendre le terme. Et celui-là, il est arrivé le 13 mars avec le confinement. Là, il y a eu une chute brutale de l'activité chez nous, une espèce de chaos, j'imagine qu'on a connu nous aussi dans nos familles, mais qu'on a vécu dans nos magasins, avec une perte de la fréquentation et une perte de chiffre d'affaires d'à peu près 30%. Heureusement, ça n'a pas duré. À partir du 1er avril, les textes ont aidé à clarifier, si vous vous rappelez un peu, à cette époque-là, on ne savait pas qu'est-ce qu'on peut vendre, pas vendre, quels rayons peuvent rester ouverts. Et à partir du 1er avril, là, il y a eu un second boom, pour reprendre les termes. Là, nos ventes ont flambé, la fréquentation a augmenté. Ça a été le début des files d'attente devant nos magasins. Et à partir de là, et on va dire sans plus s'arrêter, on a connu une progression de chiffre d'affaires qui a doublé. Donc on était à plus 25, on est passé à plus 50, avec un vrai attrait et un double attrait. Dans cette période-là, les marchés étaient fermés, la restauration était fermée aussi, donc ils n'avaient plus de débouchés pour leurs produits agricoles. Et au niveau des consommateurs, pareil, les deux se sont retrouvés. Les consommateurs étaient en recherche de produits locaux, de produits tracés. Donc à la rencontre des deux, une vraie progression et un boom positif pour les circuits courts du Sud-Ouest. Alors juste avant de passer la parole aux autres, Monsieur Dubin, on s'en était parlé pour préparer à la fois cette conférence, mais aussi notre supplément. Il y a une particularité, c'est que la table des producteurs est dans les magasins Point Vert. Est-ce que, alors ces magasins étaient ouverts, et vous vous souvenez que pendant le confinement également, toutes les jardineries n'étaient pas forcément ouvertes. Est-ce que ce boom, vous l'expliquez aussi parce que des gens, ils venaient aussi s'acheter des plantes, c'était le printemps, etc., ou vraiment vous le décorrélez de cet aspect? Clairement, hein, bon, déjà je voulais dire que le fait de maintenir nos magasins ouverts, ça a été un choix sur 2 axes. Le premier, c'était assurer une continuité d'activité pour nos clients et nos agriculteurs. Et puis le deuxième, et c'est sans doute l'essentiel, maintenir la sécurité et de nos équipes et des clients qui venaient au quotidien. Sur la question que vous posez, bien évidemment, il y a eu un double attrait. L'attrait des circuits courts et en même temps l'attrait du jardiner à la maison, un peu comme si on redécouvrait tous à la maison et les joies du cuisiner simple et en famille, et en même temps celle du jardinage. Les deux se répondent d'ailleurs. Hein. C'est intéressant de voir que autour du mois d'avril, avec un printemps particulièrement favorable, tout le monde a eu envie aussi de ressemer des plants potagers pour faire des tomates et imaginer les tomates qu'on allait consommer en famille autour de l'été. Voilà. Charles Pelin, alors peut-être pas en tant que vice-président du conseil départemental, mais comme agriculteur. Est-ce que ce boom, vous l'avez constaté, vous, auprès de vos collègues, voire dans votre propre exploitation? Oui, effectivement. Pour ma part, je suis en coopération, hein, je travaille en coopération. Et effectivement, nous avons constaté au niveau de la cave de Crozet une augmentation vraiment très significative de l'acte d'achat dans nos stands de vente. Peut-être préciser malgré tout que depuis quelques années quand même on constate qu'il y a, en tous les cas je le constate sur mon territoire, qu'il y a de plus en plus d'installations de jeunes en production maraîchère et effectivement des pratiques de consommation qui font que les gens vont plutôt vers de l'achat local. En tous les cas, effectivement, la période de confinement et post-confinement a confirmé ce que vous indiquez, monsieur Dubin, que les gens marquaient un intérêt majeur pour l'achat chez les producteurs locaux. Marie Clavreul, est-ce que tous les agriculteurs sont allés voir leur banquier au début du confinement en leur disant « bon, je change tout, je vais passer au circuit court ». Est-ce que vous avez constaté ça au Crédit Agricole? Alors, je ne peux pas répondre oui à cette question, mais ce que je peux vous répondre, c'est que nous, le boom des circuits courts, on l'avait déjà constaté depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire que nos agriculteurs en circuit court,
Ils étaient déjà là. Par contre, ce que l'on a constaté pendant la crise sanitaire, c'est l'engouement accéléré de notre clientèle de particuliers pour consommer des produits locaux, des produits de qualité et donc être utilisateurs du circuit court. Donc ce qu'on a constaté, c'est que nos clients qui étaient déjà en circuit court ont eu de grandes facilités à trouver des débouchés pour leurs produits, avec une demande, comme vient de le dire monsieur, qui était croissante. Et ce qu'on a constaté aussi, c'est que ceux qui n'avaient pas développé d'atelier en circuit court ont eu une petite étincelle qui a pu s'allumer en voyant que les autres allaient s'en sortir probablement mieux que ceux qui n'avaient pas d'atelier de vente en circuit court. Voilà, et le phénomène a été tellement important qu'au niveau du groupe Crédit Agricole, nous avons développé rapidement pendant le confinement une plateforme de marketplace, donc une place de marché digitale, Loop, qui nous permet de mettre en relation nos clients agriculteurs qui ont des produits à vendre avec nos clients particuliers qui ont envie de consommer local. Voilà. Et dans une dynamique vraiment très positive. On se rend compte que véritablement la tendance était là, elle était là avant, elle s'est accélérée. Est-ce que vous avez une explication à ça, Charles Pellan? Est-ce que vous voyez, alors il y a, je pense, du sociologique là-dedans. Oui. Il y a du logique aussi avec un confinement qui fait que les gens restaient chez eux et ne pouvaient pas se déplacer très loin, ce qui peut expliquer aussi le boom des circuits courts. Effectivement, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier, comme vous l'avez indiqué, les contraintes de déplacement qui ont fait que les gens se sont intéressés à ce qui se produisait localement. Et je le réitère, mais on a vu vraiment des explosions de ventes chez certains producteurs qui étaient déjà installés depuis plusieurs années, mais qui nous ont témoigné de ce fait-là. Il y a peut-être un autre élément important qu'il faut préciser. En tous les cas, je l'indique à chacune de mes interventions. Rappeler que nous avons l'agriculture la plus sécure au monde. Et dans un moment où parfois le consommateur s'interroge sur justement la qualité des produits qui sont faits dans notre pays, rappelez simplement que nous avons la chance d'être dans un pays, mais dans un département plus particulièrement, où à travers les nombreuses productions en signe officiel de qualité, nos consommateurs, nos administrés ont pu vraiment retrouver cette qualité-là, peut-être accentuée effectivement par cet acte d'achat accentué par le confinement. Mais simplement, c'est quelque chose qui est extrêmement révélateur aussi peut-être d'une forme de solidarité qui s'exerce entre les gens qui vivent sur un territoire et des acteurs économiques locaux. Ça, on y reviendra. Monsieur Dubin, pour creuser un peu plus, est-ce que c'est tous les produits de circuit court qu'on marché, ou est-ce qu'il y a des produits plus particuliers qui pourraient expliquer aussi ce nouvel engouement? On va dire déjà, on était sur une tendance de fond. Les valeurs du terroir, des produits vrais, de la traçabilité, du faire soi-même. On avait quand même cette tendance de fond. Moi, quand je regarde un peu les familles produits de la table des producteurs, elles ont toutes bénéficié de manière massive de cet élan. On pourra citer quand même les produits carnés, volailles, les viandes en général qui ont pas mal boosté, mais le maraîchage aussi. Voilà. Je voulais rebondir sur l'accélérateur, c'est quoi? Vous parliez de sociologie, on voit quand même que les comportements ont évolué. D'abord, la relation au temps. Je veux dire, il y a eu beaucoup plus de télétravail, des situations compliquées aussi. Il y avait des gens en chômage partiel. Enfin, les familles se sont retrouvées et ont eu le temps. Et ça, je pense que ça a été un élément majeur. Et le deuxième, je voulais rebondir aussi, vous parliez de proximité. Et c'est vrai que nous, ce qu'on a constaté, aujourd'hui, on a 70 implantations avec des magasins, 35 corners de la table des producteurs. Quand on regarde nos implantations en zone rurale, ont sans doute aussi contribué au rebond majeur, parce que si vous vous rappelez un peu le contexte des premiers mois, du mois d'avril, on ne savait pas trop non plus la distance. Oui, on ne pouvait pas dépasser les 100 km, il y avait ça. Donc les magasins de proximité ont bénéficié
par la vitesse à laquelle on pouvait aller tous les jours, non seulement se approvisionner, mais aussi avoir un moment d'échange. Moi, j'ai été surpris de voir que ça devenait aussi le lieu social où on pouvait rééchanger en proximité. Voilà. Alors, Marie Clavreul, on va avancer dans notre débat sur cette question. Est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est pas durable? Monsieur Dubin parle de temps, du moment du confinement où on a eu le temps de préparer les bons produits, d'aller les chercher juste à côté. Alors, ça vous a pas échappé, ça a échappé à personne. On a repris le travail, jusqu'au prochain confinement en tout cas. On aura peut-être moins de temps. Que des chômages partiels, que des chômeurs partiels Voilà. pour relancer. On aura sans doute moins de temps pour préparer et pour avoir une attention particulière pour nos plats et nos produits. Est-ce que finalement ça va pas un peu retomber quand même cet engouement? Est-ce que tout le monde est revenu au supermarché? Je pense qu'indéniablement, certaines personnes ont dû revenir au supermarché. Pour autant, comme vous l'avez dit, il y a quand même une vraie tendance de société. Et nous, ce qu'on peut quand même constater quand on échange avec nos clients agriculteurs, c'est que c'est quand même un mouvement qui est, on y croit en tout cas, qui est assez durable, puisqu'il y a cette tendance de besoin de nourriture plus saine, plus qualitative, plus locale, déjà installée donc depuis plusieurs années, et nos agriculteurs sont prêts pour proposer ces produits de qualité. En tout cas, nous, on essaie d'accompagner cette tendance du mieux possible. On est partenaire du réseau Bienvenue à la ferme. On encourage et on aide nos clients agriculteurs à pouvoir développer de la vente en circuit court. Et je pense quand même que cette crise sanitaire aura été un accélérateur. Et j'espère que le mouvement va s'installer durablement. Monsieur Dubin, vous vouliez dire, rajouter quelque chose? J'ai juste complété avec sur est-ce que la tendance va durer ou pas. Moi, je suis aussi un homme de chiffres. Donc, nous, les chiffres sont au rendez-vous au mois de septembre. Donc, on est toujours sur des niveaux hauts de progression par rapport à l'année dernière. Donc, ça, c'est un premier élément de réponse. Bon, je ne vais pas me hasarder sur le terrain de la grande distribution, mais vous avez vu les communications des grandes surfaces à la rentrée et l'inquiétude majeure autour de la désaffection d'une partie de leur clientèle. Donc ça aussi, c'est des éléments rationnels qui nous disent que les comportements changent. Et ces comportements, si vous vous souvenez, ils ont été clarifiés aussi par pas mal d'enquêtes. Vous citiez cette semaine OpinionWay, qui au mois d'avril caractérisait l'évolution du comportement des Français quand ils font leurs courses. Alors, on va peut-être pas être tous d'accord sur la part qu'on donne à l'un ou l'autre des réseaux, mais ce qui est sûr et qui nous rassemble aujourd'hui, c'est que les Français diversifient leurs achats et ne mettent pas aujourd'hui tous leurs œufs dans le même panier. Voilà. Alors, Monsieur Pellan, vous êtes agriculteur dans le Nord-Béarn, ce joli coin vert et or. On fait mine de découvrir, mais finalement les circuits courts, ça existe depuis longtemps. En réalité, on allait tous chercher chez le maraîcher à Meillon, le poulet à l'Ancob, on en parlait tout à l'heure, le veau sous la mer à Précillon. Ça existe depuis longtemps, les circuits courts. Est-ce qu'on n'a pas réinventé l'eau chaude? Non, je ne pense pas, mais en fait, effectivement, depuis plusieurs années, on constate que des agriculteurs se sont engagés dans de la vente directe. Beaucoup de bio au départ. Non? Oui, pas forcément. Faut le dire, Je faut pense rendre à notamment César. à des éleveurs qui, pour avoir un complément de revenus, ont commencé à commercialiser leurs bêtes. Et donc, effectivement, on constate un nombre grandissant d'agriculteurs qui s'engagent dans cette voie-là de transformation à la ferme et de vente directe. D'où un enjeu fort, je dirais, pour la pérennité ou pour la durabilité de ce type de vente, d'avoir une structuration, je dirais, une mise en marché, une organisation en tous les cas à préfigurer pour que tout le monde tire son épingle du jeu. Du côté de Rallis, quand est-ce que vous vous êtes mis... parce qu'on n'a pas forcément, je suis désolé, mais on n'a pas forcément l'image de circuit court pour une coopérative qui s'est bâtie d'abord par sa puissance de feu, finalement. Quand est-ce que vous êtes remis au circuit court ou est-ce que finalement vous avez toujours fait?
Alors, d'abord, Euralis est solidement ancré dans ces territoires et répond à des besoins. Donc, à partir du moment où les marchés ont commencé à exprimer un besoin sur des circuits courts, on a répondu à ce besoin. Plutôt, je peux citer 3-4 initiatives. On vient de parler de la table des producteurs. Mais dès 2015, Euralis s'est aussi engagé dans le rapprochement entre les agriculteurs et les collectivités locales. Aujourd'hui, il doit y avoir à peu près autour de Pau 25 écoles qui, tous les jours, consomment les viandes et volailles issues des agriculteurs du Sud-Ouest. Donc vous voyez, des initiatives, il y en a un peu dans tous les sens, y compris avec des illustrations plus conviviales, puisque à la section paloise, vous pouvez aussi, à travers Euralis, découvrir les produits locaux. On a aussi des partenariats. Donc là, ce n'est pas les marchés qui nous l'ont demandé, c'est nos agriculteurs. Des partenariats avec locaux, AgriLocal par exemple, ou Mangeons Happy. Donc, qui sont des regroupements de producteurs qui demandent à Euralis un coup de pouce pour venir dynamiser leur vente. Moi, le regard que j'ai au-delà d'Euralis, c'est parce que c'était un peu votre question, est-ce qu'on réinvente la poudre ou est-ce que... J'avais dit l'eau chaude, mais l'eau chaude, ça peut voilà. être la poudre aussi. Moi, ce que je constate, il y a des réseaux traditionnels qui existaient. Quand on est sur les marchés locaux, on en compte 10 000 en France à peu près, on fait déjà du circuit court. Voilà, au sens pur du terme, c'est-à-dire on réduit le nombre d'intermédiaires dans la chaîne de valeur. Voilà. De la même manière, les ventes à la ferme, ça fait des années qu'on peut aller acheter des produits, mais là, pour le coup, il faut habiter en zone rurale. Si on n'a pas les clés, c'est moins évident. Et puis quand on regarde un peu le paysage et la manière dont il évolue, il y a tout un tas de nouveaux canaux. Les AMAP en font partie. On pourrait citer les drives aussi, les drives fermiers qui s'organisent un peu partout, ou les magasins de producteurs, c'est-à-dire quand on n'a pas la taille critique pour faire seul, on s'associe et on essaie de le faire ensemble. Donc tout un tas de canaux. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que tous, chez Euralis, mais aussi à l'extérieur, on a tous le même objectif, à savoir restituer de la valeur aux agriculteurs, les aider à trouver des débouchés à leur agriculture. Et sur cet aspect-là, moi, je pense qu'il y a du boulot pour tout le monde. Marie Clamerol, vous qui accompagnez les agriculteurs au quotidien, vous l'avez vu au Crédit Agricole, il y a toujours eu cette production locale, cette petite partie du chiffre d'affaires qui est consacrée à la vente aux voisins. Mais à partir de quand ça a vraiment titillé l'agriculteur d'en faire une plus grosse partie de son chiffre d'affaires? Je dirais, ça fait déjà une bonne dizaine d'années. Et ce que nous disent les agriculteurs, je le résumerai en 3 points. Pour eux, le circuit court, c'est déjà de se sentir utile vraiment au territoire et être en contact avec les consommateurs. Il y a le côté pour eux, le plaisir de valoriser le fruit de leur travail. Et comme vous l'avez dit, un intérêt économique, puisque forcément en diminuant les intermédiaires, il y a plus de valeur ajoutée, plus de marge pour eux directement. Et aujourd'hui, c'est une vraie nécessité qu'ils ont de développer pour faire face pour contrer tous les aléas auxquels ils sont confrontés. Donc c'est une vraie valeur ajoutée pour eux. Alors pour appuyer ce que vous venez de dire, on a été à Mindite, en Soule, il faisait pas beau, donc on va pas vous montrer des belles images de collines sous le Thyn, pourtant elles étaient belles, mais c'était juste caché par le brouillard. On est allé voir Hélène Salefranc. Alors, elle est bergère, elle est productrice de fromage, les fromages Igaïa et un autre fromage, un petit fromage à pâte molle dont je ne vous dirai pas le nom, elle le prononce bien mieux que moi. Elle produit donc ces fromages, les vend à certains distributeurs, mais aussi à la table des producteurs. Et elle s'est associée depuis, d'ailleurs, depuis 3 ans, elle avait une salariée, Émilie Coll. Et maintenant, elles sont deux bergères à faire tourner cette ferme du côté de Mindite. On l'écoute. On est à Mindite, au Pays Basque. On a 330 brebis. On est 2 associés. On a aussi un jeune homme en apprentissage qui travaille avec nous sur une ferme de 70 hectares.
Voilà, donc la production principale, c'est le lait de brebis. On vend une partie du lait à un industriel, mais on transforme aussi une partie du lait sur la ferme. On fait de la tome de brebis qui s'appelle l'Igaya et aussi une petite pâte molle que vous voyez ici, c'est Igai Chipia, c'est une petite pâte molle au lait de brebis en fait. On a plusieurs types de commercialisation, mais en fait on a 50% au moins de notre production qui est vendue en circuit court à différents clients, quelques crémiers, quelques magasins de production. Producteur depuis 2012 avec l'ouverture des 4 magasins sur la région paloise. Et puis c'est une démarche qui s'est développée. Ils ont ouvert de nouveaux magasins et du coup on a continué à avoir de nouveaux magasins clients pour en avoir aujourd'hui entre 15 et 20. Le circuit court permet de réduire le nombre d'intermédiaires et du coup d'avoir des tarifs de vente plus intéressants et une meilleure répartition des marges, je pense. C'est plus intéressant de travailler en circuit court parce qu'il y a moins d'intermédiaires et du coup, on valorise mieux notre produit. C'est une démarche, en fait, dans laquelle je me retrouve parce que quand je vais à la rencontre des consommateurs, à l'occasion d'animations ou parfois des clients qui appellent tout simplement pour dire que le produit est bon. Et dans ces cas-là, en fait, je trouve que ça amène autre chose qu'un apport financier. Ça amène de la reconnaissance pour notre travail qu'on fait avec passion. Du coup, quand on a à la fois une meilleure revalorisation et aussi une reconnaissance pour notre travail, ça nous donne envie de faire encore mieux, en fait, et d'écouter les attentes des consommateurs. Peut-être, je sais pas, en matière environnementale. Et ça donne du sens parce que ça met un lien à l'intérieur d'un territoire où on produit quelque chose, les consommateurs achètent et du coup ça fait un cercle vertueux. Voilà, c'est quelque chose qui est bénéfique à tout le monde finalement, je pense. Quelque chose qui est bénéfique à tout le monde. Nicolas Rebière, vous étiez avec Bruno Robali, je crois, pour réaliser ce reportage. Exactement. On a pris des risques, on a été jusqu'à Mendit. C'est ce que j'allais vous dire, mais vous avez ramené combien de fromage, votre Je ne Guéry peux pas répondre à cette question. Très bien, votre discrétion vous honore. Romain. On s'interroge, Charles Pellan, on a entendu cette agricultrice qui parle de 50% de son chiffre en circuit court. Est-ce que les centaines d'agriculteurs qui s'installent à Mondis aujourd'hui partent aussi sur ce schéma-là, 50% de circuit court, 50% pour le reste de la production? Alors c'est très difficile à dire pour l'instant, mais effectivement, je crois qu'il est difficile aujourd'hui. Tout à l'heure, je parlais de la nécessité d'une structuration parce qu'effectivement, de plus en plus d'agriculteurs s'installent avec cette volonté de vendre au local. Aujourd'hui, effectivement, on peut considérer qu'une grande partie de leur production est, pour partie, oui, je pense qu'on peut se retrouver dans les chiffres qui ont été évoqués par l'agricultrice qui a témoigné. C'est très différent en fonction des appels, en fonction des situations. C'est la même chose en Béarn et en Pays Basque, rassurez-nous. Pardon ? En Béarn et en Pays Basque, c'est la même chose. Oui, on peut, au titre de l'équilibre entre les territoires, on peut considérer que c'est à peu près la même chose. Ça, on peut poser la question au Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, parce que vous êtes aussi... la question, pour la creuser un peu plus, et vous l'avez dit d'ailleurs, et Hélène Salefranc a dit ce que vous avez dit. En gros, elle dit deux choses. Elle dit ça rapporte, enfin, ça a un intérêt, et puis elle dit ça donne du sens. Ça, c'est quelque chose de très important. Est-ce que vous avez les chiffres, vous êtes la banquière, est-ce que vous sentez que ce phénomène-là concerne d'abord des jeunes qui s'installent, ou est-ce que vous voyez aussi des gens qui finalement se réorientent vers ce mode de distribution du circuit court? Alors, nous voyons les deux, mais effectivement, c'est très fort
dans la jeune génération. Alors l'installation des jeunes agriculteurs, pour nous, c'est un moment très très fort. On accompagne 85% des installations de jeunes agriculteurs sur l'ensemble de notre territoire, et c'est vrai aussi en Pyrénées-Atlantiques. Au total, sur Pyrénées-Gascogne, c'est près de 220 installations JA que l'on finance chaque année, à peu près la moitié en Pyrénées-Atlantiques, et ce que l'on constate, c'est entre 35 et 40% de ces jeunes qui intègrent un atelier de circuit court dans leur projet d'installation. Donc la nouvelle génération, elle réfléchit comme ça, à diversifier et à essayer de créer plus de valeur ajoutée par la valorisation plus directe des produits. Et on a aussi, comme on a pu le dire un peu plus tôt dans la conférence, on a aussi donc, des agriculteurs donc, qui sont un peu moins jeunes, mais pour autant qui recherchent aussi cette dynamique et qui soit y étaient déjà, soit s'y mettent ou vont s'y mettre, puisqu'ils comprennent bien que c'est quand même le sens de demain et l'attente des consommateurs. Laurent Dumas, est-ce que vous confirmez cette tendance et est-ce que vous pouvez me dire ce que viennent chercher les agriculteurs à la table des producteurs? On l'a entendu, Hélène Salfranc a dit, j'ai du retour aussi. Ça, c'est très important. On le sait, dans tous les métiers, il faut du retour finalement. Vous avez vu Hélène, j'ai adoré le reportage. Elle parle de sens, de retour, mais elle le dit avec le sourire et fierté. Donc on voit... Oui, ça gâche rien. Oui. Ça gâche rien. Donc effectivement, ils viennent chercher du retour direct sur leurs produits. Ils viennent aussi amener des éléments de preuve sur la transparence. Quoi de plus concret à de nombreuses reprises, j'ai vu ces rencontres entre les producteurs et les consommateurs dans nos magasins. C'est un moment vraiment sympa, simple, dans lequel les deux se comprennent. Chacun fait un pas vers l'autre. Donc oui, il y a ce retour direct. Entre parenthèses, ce retour direct, il peut commencer dans les magasins table des producteurs. Il peut se finir à la propriété. Aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, on peut considérer que pour 1 euro de chiffre d'affaires réalisé dans nos magasins, il y en a 3 qui vont se réaliser sur la propriété en parallèle. Et donc ça c'est super. Voilà. Donc, plus largement, c'est aussi l'opportunité de rentrer dans les savoir-faire. C'est-à-dire, je pense que vous l'avez vu à l'occasion de votre visite chez Hélène, faire du fromage, c'est un métier. Voilà, et même sur des produits bruts, de traitement de viande par exemple, pouvoir parler de l'élevage, des conditions dans lesquelles les animaux ont grandi, ben, ça réconcilie finalement le consommateur et le producteur. Je voulais moi aussi réagir sur le sujet des jeunes. Est-ce que c'est le sujet des jeunes ou est-ce que c'est le sujet de tous? Oui, est-ce que c'est générationnel ou pas? Alors, pour moi, c'est le sujet de tous. Donc, ce qu'on constate, c'est un mouvement de tous contraint pour certains et volontaire pour d'autres. Mais c'est globalement toutes les générations. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les jeunes, que nous accompagnons aussi chez Euralis avec tout un tas de programmes, comme à tout jeune, en particulier sur la reprise d'exploitation, mais les jeunes, ils nous boostent aussi. Ils ont des idées nouvelles. Je regarde à la table des producteurs l'intégration de familles de produits nouvelles. Cet été, avec une marque, un jeune couple là, dont je prenais des nouvelles hier, qui a lancé une marque peau de vache sur des glaces. Voilà, donc c'est clair qu'il y a 10 ans, on n'était pas attendu sur les circuits courts avec des glaces. Aujourd'hui, sur les offres, on a aussi un enjeu de renouvellement de nos gammes, d'élargissement de l'offre, pour pouvoir proposer avec des producteurs laitiers des glaces fait maison et des goûts qui sortent du classique au quotidien. Donc ils nous bougent, ils nous amènent à réfléchir différemment. Là aussi, d'ailleurs, il y a un échange sur cet aspect-là, puisque le contact direct avec les consommateurs permet aussi d'avoir un retour sur leurs attentes réelles. Alors, on parle beaucoup des producteurs depuis le début. On vient de parler des jeunes, des moins jeunes. On va se recentrer un peu, Eric, si vous le voulez bien, sur les jeunes. Et Si vous voulez, pourquoi vous me regardez à ce moment-là? Enfin, je vous en remercie, mais allez-y. il y a dans le département une initiative qui a une dizaine d'années, ça tombe bien, Mme Claverol. C'est le dispositif de conseil général, à l'époque, et départemental aujourd'hui, qui s'appelle Manger bio et local. Alors on va écouter un chef de cantine, Philippe Miremont, qu'ont rencontré nos journalistes David Ledéodic et Gabriel Blaise cette semaine. C'est un chef qui nous explique en quoi ce dispositif qui permet de consommer bio,
local, avec des producteurs du coin, valorise à la fois son travail à lui, mais aussi ce que mangent les collégiens, et ça les éduque. Et finalement, c'est aussi une réponse à notre question, est-ce que ce sera durable? On va regarder le reportage de Gabriel et David. Il y a ceux qui découvrent ou on fait découvrir des plats. Certains aussi, c'est un des rares repas qu'ils auront équilibré de la journée. Mais dans l'ensemble, ils sont très satisfaits. Oui. Ils ont un accueil chaleureux et puis des plats qui sont quand même... on s'adapte par rapport à leur goût, on va dire. Voilà. Et pour vous, c'est un moment important? Oui. Cet échange direct avec eux? Oui, sinon il n'y aurait aucun sens de préparer toute une matinée si on n'a pas de résultat au bout quand même. Donc là, sur le fruit en lui-même, la pomme, nous avons deux cas de figure. Une pomme qui est locale, hein, et puis une pomme qui est aussi artisanale, mais qui vient du Lot-et-Garonne. Voilà, parce que ce style de production ne se fait pas localement dans notre département. Là, on reste quand même dans le cadre du circuit court. Hein. Et puis, vous voyez bien aussi la différence, c'est ce qu'on appelle le calibrage. On s'est aperçu, pour que la catégorie d'enfants que nous avons, notamment dans le cadre du collège, c'est que ce style de consommation étant beaucoup plus petite et beaucoup plus facile à manger, mais aussi à peler, que ces grosses pommes. Où là, on aurait un risque de croquer dedans et ensuite de jeter la pomme, parce qu'ils n'auront pas de temps ou pas, pour X raisons, ou la difficulté de la peler. Donc là, on se retrouve avec un fruit calibré, local, circuit court, qui nous vient du département et qui a été livré par notre fournisseur. Menu du jour, qu'est-ce qui est en circuit court, qu'est-ce qui est en bio, qu'est-ce qui est les deux? Oui, mais sur un menu comme aujourd'hui, il y a deux variantes qui vont arriver. Dans le cadre du poisson, vous avez du poisson local. Ensuite, vous allez avoir, dans le cadre du circuit court, vous allez avoir les fruits, vous allez avoir les laitages aussi qui seront pris en compte. Mais il n'est pas forcé que dans un menu, vous ayez tous les produits qui soient issus du circuit court. On essaye de s'efforcer. Alors d'aujourd'hui, nous trouvons toujours une trace de produits sur soit un circuit court, soit un produit label, soit un produit issu de l'agriculture biologique. Un sujet qui nous a plongé donc au cœur de cet établissement à Billère, qui a fait partie des établissements d'ailleurs qui ont été labellisés dans le cadre de la journée Manger Bio locale que nous menions à Bayonne hier. Un des établissements parmi tant d'autres, puisqu'il est labellisé de 2019 et labellisé de 2020 d'ailleurs. Romain. On l'a compris, Charles Pellan, avec ce reportage, ce dispositif, c'est tout bénef. C'est bon pour les agriculteurs, c'est bon pour les élèves, et puis c'est bon pour le chef de cantine qui a l'air d'être un bon vivant également, Philippe Méremont. Qui a eu cette super idée? Ben écoutez, c'est effectivement une démarche qui a été initiée il y a une dizaine d'années, tout simplement parce que, je l'évoquais tout à l'heure, nous avons la chance d'être dans un département où il y a une diversité de produits de qualité, de produits sous signe officiel de qualité. Donc, le chef en parlait dans notre supplément, du reste, non sans exagération, en parlant d'un département béni des dieux. Tout à fait. Nous sommes l'un des J'ai déjà entendu ça quelque part. Le premier département de France en termes de reconnaissance signe officiel de qualité. L'intérêt, je crois que effectivement, pour nos chefs cuisiniers, il y a eu un intérêt tout particulier d'abord de cuisiner avec des produits locaux, de retrouver une cuisine plus traditionnelle. Mais au-delà, c'est surtout la rencontre avec le producteur, l'échange. Et tout à l'heure, cela a été évoqué par Madame Claverol ou Monsieur Dubin, effectivement, et par justement la jeune agricultrice. Il y a un sentiment, il y a un réel plaisir
à promouvoir ces produits locaux. Il y a aussi de la fierté. Et tout ça, c'est extrêmement important pour le monde agricole. Alors ça, c'est le premier point concernant les nouvelles pratiques professionnelles de nos chefs cuisiniers. L'autre élément important qui a été mis en avant, que nous souhaitons, c'est recréer, je l'ai évoqué tout à l'heure, de la solidarité territoriale. Promouvoir une économie circulaire pour faire en sorte que nos agriculteurs, pour qu'une agriculture vivante puisse continuer à perdurer sur les territoires. Et enfin, peut-être élément encore plus important, c'est en direction de nos jeunes, l'éducation au goût, l'éducation à la qualité, je crois, des produits, c'est extrêmement important. Et je crois que c'est aussi une manière pour eux de mieux connaître leur territoire, de mieux l'appréhender. Et tout ça, je crois que ça oblige collectivement à aller vers que ce soit les producteurs, que ce soit les chefs cuisiniers, on s'inscrit dans une démarche de qualité qui est bénéfique à tous. Alors, tout ça, c'est très bien, et c'est vrai que, on l'a entendu, il y a un cercle vertueux, tout le monde en parle. Maintenant, il y a une question. Vous êtes à 20%, je crois, au Bois d'Amour de bio et local. En gros, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on pourrait arriver à 100% ou est-ce que c'est pas possible? Je voyais ces magnifiques betteraves rouges qui m'ont ramené dans mes jeunes années où il fallait manger les betteraves rouges dans les trucs. Est-ce qu'on a une capacité de production qui amènerait à ça, ne serait-ce que dans les collèges ou pas forcément? Alors, effectivement, aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir de la production locale. Les choses se structurent au fur et à mesure du temps. Mais au-delà de la production, on a un autre élément important qui rentre en ligne de compte pour faciliter, je dirais, le travail ou la gestion de nos cuisines dans les collèges. C'est toute la logistique qu'il y a autour pour pouvoir approvisionner correctement ces collèges. Et donc, effectivement, aujourd'hui, cela a été évoqué, de plus en plus de producteurs, d'agriculteurs se lancent dans ces démarches-là, qui ne feront que conforter et qu'augmenter, bien sûr, la production, la consommation, de produits bio ou de produits locaux. Pour autant, on est encore loin des 100%. Le jour où ça arrivera, tant mieux. Mais en tous les cas, il y a une réelle dynamique, comme on a pu le constater pour le consommateur en général, pour aller pour promouvoir cette démarche-là. D'ailleurs, je dois signaler que nous l'avons élargi à l'ensemble de nos EHPAD, de nos ESAT, de tous les établissements médico-sociaux. Et en lien avec l'Association des maires des Pyrénées-Atlantiques, nous avons aussi élargi cette démarche aux écoles primaires et maternelles de notre département. Alors, les collèges, les écoles, les EHPAD, tout ça, c'est des petites sociétés, mais on peut sortir du collège de nouveau et s'intéresser à la société tout entière. Finalement, la question qu'on pose à Charles Pellan sur les collèges et les fournisseurs, elle se pose pour tout le monde. Une société à 100% de circuit court, ça ne peut pas exister, Laurent Dubin. À mon avis, non. Moi, je suis profondément convaincu que c'est la demande qui génère l'offre déjà. Donc, il n'y a pas une demande aujourd'hui pour 100% des circuits courts, on l'a dit tout à l'heure. L'enquête OpinionWay, elle dit qu'il y a un recours majeur et de plus en plus fort aux circuits courts, mais pas que. Donc, il n'y a pas que ces éléments-là. Puis, je voulais rebondir sur l'acceptabilité aussi. Les circuits courts, ils ont aussi leurs contraintes. Et même si on est dans une région bénie des dieux, souvent on nous questionne dans les magasins pourquoi il n'y a pas des bananes. Bon, ben, il n'y a pas des bananes, effectivement. La région bénie des dieux. Il y a des palmiers, mais pas de bananiers. Voilà. Donc, il y a des palmiers, oui. Donc il y aura aussi une place pour des circuits plus longs, on va dire. Et sur le bio, c'est pareil. Le bio est en progression à 2 chiffres. Sur nos exploitations du sud-ouest, on constate chaque année l'essor du bio. Et pour autant, la demande reste limitée. Voilà. Et une des questions qui se pose aussi pour nos consommateurs, c'est très valable dans les collectivités aussi. C'est la question du prix qu'on est capable ou qu'on a envie de mettre dans les productions locales. Voilà. Marie Claverol, votre vision là-dessus, est-ce qu'on arrivera à 100% de circuit court, 100% de bio? Vous disiez dans l'interview de notre supplément que les agriculteurs avaient tendance à ne pas mettre leurs œufs dans le même panier, tous leurs œufs dans le même panier. Oui, alors déjà, la première partie de votre question,
Non, je partage ce que dit monsieur, pas 100%. Et d'ailleurs, nous, on est la banque de tous les types d'agriculture. Et ça nous tient à cœur d'accompagner toutes les agricultures parce qu'elles sont bien entendu toutes nécessaires pour nourrir la planète. Et après, sur cette notion de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, bien sûr que non, et heureusement, parce que si on regarde les aléas climatiques, trop de pluie, pas assez de pluie, des tempêtes, si on regarde les aléas sanitaires qu'il peut y avoir, des crises aviaires, des fièvres porcines ou la crise du coronavirus, les aléas économiques sur les prix, nous, ce qu'on constate, parce qu'on est là aussi pour accompagner nos agriculteurs dans les bons mais dans les mauvais moments, c'est que ce n'est pas un métier facile et en tout cas, c'est un métier très incertain. Et donc, ceux qui s'en tirent le mieux, c'est ceux qui justement ne mettent pas tous les œufs dans le même panier, qui diversifient plusieurs ateliers sur leur exploitation et qui peuvent compenser donc ces aléas. Et en ce sens, la valorisation plus importante par l'intermédiaire d'un atelier en circuit court est favorable à la pérennité des exploitations. On va arriver à la conclusion, messieurs, bientôt de ce débat avec nos invités. Cela dit, une remarque pour vous écouter là, les uns et les autres. Vous l'avez évoqué en creux, la question de la valorisation, certes, mais aussi du prix que l'on est prêt à payer pour manger local. Vous parliez tout à l'heure de l'étude Opinion Way qui y consacre une partie. Charles Palin en parlait également tout à l'heure en creux dans ses propos. Vous avez vraiment les uns les autres, et on pourrait poser la question également aux consommateurs, aux journalistes consommateurs ou aux consommateurs journalistes qu'ils sont, qu'on est tous prêts à payer un petit peu plus pour manger local et que la question du prix ne va pas être aussi une forme d'arbitrage pour les consommateurs dans les temps à venir? Oui, c'est un vrai sujet. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a plusieurs attitudes de consommation. Il y a des moments où on se fait plaisir, où on a envie d'une caution locale, tracée, qui fasse sens pour le consommateur aussi. On a parlé tout à l'heure de la fierté des agriculteurs, mais nous, ce qu'on constate aussi, c'est au-delà du prix, le sentiment des consommateurs de vouloir être utile et de contribuer à l'écosystème local. Donc ça, c'est une tendance. Après, ma conviction, c'est que voilà, c'est à certaines occasions, à certains moments de la semaine, et qu'il y a aussi la place pour des achats plus banalisés, plus communs. Charles Pelin, si, comme vous le disiez tout à l'heure dans l'échange, beaucoup de cantines, etc., ont fait ce pari du manger local, du manger bio pour toute une partie de leur menu, on peut se poser légitimement la question, peut-on tous se payer finalement cela dans les cantines des établissements scolaires? Est-ce qu'il y a une question autour du prix également là-dessus? Alors, globalement, nous avons constaté malgré tout qu'il n'y avait pas d'augmentation du coût de revient dans le prix des menus qui étaient proposés. Nous sommes à 20%, effectivement. Ceci étant dit, effectivement, je pense que si la société aspire à de plus en plus de produits qualitatifs, il faudra à un moment donné qu'elle s'interroge également sur le prix, le juste prix de rémunération des agriculteurs. C'est extrêmement capital. Vous le savez, l'agriculture est en perpétuelle mutation. On aura peut-être l'occasion d'en reparler en conclusion, mais il ne faut pas oublier qu'il y a malheureusement encore un grand nombre d'agriculteurs en difficulté, et donc la nécessité d'une juste valorisation de leur production. Ça rejoint ce que vous disiez, Marie Cavrolle, en effet, dans vos propos. Messieurs, donc il est l'heure de conclure. D'ailleurs, vous avez changé vos habitudes alimentaires ces derniers mois, ces dernières années? Comment vous expliquer Ça se voit, non? Ma part de Pardon, fruits et légumes est à 5% à peu près de mon budget alimentaire, donc je peux difficilement parler de ça. Mais on peut me dire pareil sur la partie carnée, sur les palmipèdes, Oui, sur plein de choses, monsieur. Comment dire je crois beaucoup au circuit court en matière viticole notamment. Et j'y contribue beaucoup. Pour le reste, non, mais comment dire, c'est une vraie question que celle du prix, mais c'est une vraie question aussi, à mon avis, que celle de ce qu'il y a autour d'un produit. Et on ne parle pas d'emballage, on ne parle pas de marketing. Typiquement, je
vais me faire traiter de bobo. Mais si j'ai le producteur en face de moi qui m'explique comment il a fait, je l'ai vu à Mandit avec l'Inde France, fatalement, ça me donne un peu plus envie qu'un truc sous vide. Ça, c'est évident, quoi. C'est évident. Après, il y a la question du pouvoir d'achat, c'est évident aussi. Et une question aussi, Romain, qu'on avait posée, que je pense qu'on peut poser en conclusion, c'est l'après-Covid, s'il arrive d'ailleurs. Oui. Espérons-le, Nicolas. Ouais. Espérons-le. Ok, les circuits courts ont progressé. Je pense qu'il est important aussi de se poser la question en agriculture, et là on a des interlocuteurs qui peuvent nous le dire, c'est quoi la suite pour l'agriculture après la crise sanitaire? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui émergent? Est-ce qu'on a raté des choses, tout bêtement, en ne parlant que circuits courts? Qui démarre? Monsieur Dubin, Je peut-être. peux attaquer, merci. Effectivement, les circuits courts sont une tendance, mais ce n'est pas la seule. On s'est posé chez Euralis en début d'année sur une vaste étude auprès de nos agriculteurs, mais aussi de nos salariés. On a sollicité des experts externes aussi sur la projection qu'on faisait ensemble de l'agriculture à 2030. Et dans cette agriculture-là, on a essayé d'identifier les principales tendances. Donc, entre parenthèses, des choses très classiques qui viennent d'être confirmées dans le plan de relance communiqué par le ministère début septembre. On y voit quoi? On y voit bien évidemment des tendances de fond, la réduction des intrants, qui est claire, la gestion des problématiques d'eau et d'énergie. Voilà. Au-delà des circuits courts, ce que nous disent ces travaux, c'est le besoin de traçabilité, voilà, de comprendre, de savoir d'où ça vient. Et plus globalement, quasi en fil conducteur, c'est la prise en compte de l'évolution des attentes sociétales qui vont vers la prise en compte des problématiques environnementales dans leur ensemble. Donc oui, ça bouge au-delà des circuits courts. Nous, cette étude, elle nous a amené à revoir de manière fondamentale la stratégie de la coopérative et à faire des choix structurants. Notamment faire le choix du conseil par rapport à la vente de produits phytosanitaires. Donc c'est la compréhension de ces choix importants qui nous fait évoluer. Pour être très précis, Euralis est une des rares, je pense, vendeurs de phyto qui décide de plus vendre de phyto, donner du conseil. C'est-à-dire que désormais, la réglementation, c'est soit vous vendez, soit vous donnez du conseil. C'est ça. Oui, ça arrive dans le cadre de la loi Egalim, qui vise aussi à, on parlait tout à l'heure du revenu des agriculteurs, mais à protéger l'agriculture française. Et entre autres, oui, il y a ce choix à faire. Bon, voilà, au-delà de la problématique du 1er janvier, on regarde loin devant, vous l'avez compris. On sera là pour accompagner nos agriculteurs parce qu'il y a tout un tas de typologies d'agriculture aujourd'hui qui n'ont pas de solution sans les phytos. Donc on sera là pour accompagner nos agriculteurs, mais il faut faire un choix. Nous avons fait le choix et on a réussi à le positiver, à lui donner un sens. On a beaucoup parlé de sens là ce soir, mais nous aussi on a réussi à donner un sens à ce choix pour les agriculteurs et pour les salariés d'Euralis. Ils sont nombreux, c'est important pour nous. Marie Clavreul, la transformation des exploitations, je pense que c'est une grande partie de votre travail au Crédit Agricole. Tout à fait. Pour nous, au Crédit Agricole, l'agriculture de demain, mais déjà d'aujourd'hui, c'est une agriculture qui est en transition. Nous, on souhaite accompagner ou plutôt ces transitions, et on parle de 3 types de transitions. C'est la transition énergétique, la transition numérique et la transition agroécologique. Voilà. Énergétique, c'est photovoltaïque, méthanisation, comment je produis de l'énergie verte, comment j'amène un peu plus de revenus sur mon exploitation en essayant d'être plus respectueux de l'environnement. La transition numérique, c'est comment les agriculteurs peuvent s'appuyer sur tous les outils numériques et la technologie pour améliorer leur rendement, diminuer la pénibilité du travail, diminuer les intrants. Et tout ça au service de la transition agroécologique, finalement, parce qu'au bout, il y a cette attente très forte du consommateur d'avoir un produit plus qualitatif, plus tracé, plus sain, moins polluant de l'environnement. Et donc, il y a le bio, mais pas que. Évidemment pas que. Et donc, toutes ces transitions, nous, notre mission, c'est de les accompagner. Est-ce qu'il y a des réticences chez vos clients sur ces transformations ? Non, je dirais plutôt... Alors, il peut y avoir des peurs, en fait. Je ne dirais pas des réticences, mais plutôt des peurs, des freins culturels.
Mais il y a une vraie mutation du monde de l'agriculture, et en tout cas ceux qui ont déjà emprunté ces chemins peuvent montrer le chemin aux autres, et nous on est là pour essayer de catalyser ces dynamiques. Et enfin, Charles Pellan. Oui, effectivement, je partage ce qui a été dit par Madame Clavreau et Monsieur Dubin. L'agriculture, vous savez, elle a été en permanente mutation. Elle a évolué considérablement ces 20 dernières années, je dirais, avec des pratiques plus vertueuses de l'environnement, renforcées bien sûr ces derniers temps par l'interdiction de certains produits phyto. Elle est en permanence questionnée par rapport à sa place dans la société. Vous l'avez évoqué également. Moi, je considère qu'effectivement, autant il y a une tendance pour aller vers des productions plus bio, plus raisonnées, autant dans le même temps, on aura besoin de cette agriculture conventionnelle. La première des missions de l'agriculture, c'est de nourrir les femmes et les hommes de notre pays. Il faut savoir qu'on importe encore 70% de la viande blanche dans notre pays. Donc, si on veut aller vers cette autonomie alimentaire, forcément, il faudra que nos gouvernants, que nos dirigeants, en tous les cas, que les responsables, la puissance publique, prennent conscience de cet accompagnement indispensable. Et donc, effectivement, je considère que malgré un contexte difficile, il y a encore un bel avenir pour l'agriculture. Au-delà de l'enjeu économique, il y a également un enjeu en termes d'aménagement pour nos territoires, en termes d'aménagement de nos paysages. Il n'y a rien de plus terrible aujourd'hui que le constat que nous pouvons faire. Je parle du Nord-Est, puisque je connais bien cette région, avec la disparition de l'élevage. Ce sont des coteaux qui commencent à s'embroussailler, et c'est extrêmement préoccupant. Nous avons une réponse à apporter. Donc, vous voyez, l'agriculture, elle a une mission relativement large, transverse, dans tout ce qui compose nos territoires. Merci au Conseil départemental, merci à Euralis, merci à la Caisse régionale du Crédit Agricole d'avoir participé à ce débat organisé par La République, l'Éclair, Sud-Ouest, que vous avez suivi d'ailleurs sur les sites de La République des Pyrénées.fr, sur sudouest.fr, sur digifoiredepau.com. On parlera d'ailleurs, messieurs, encore évidemment de ce sujet dans vos colonnes. On parlera tous les soirs également pendant la durée de la Digifoire de ces sujets avec les Agri-Days, puisque cette webconférence s'intégrait dans le grand chapeau des Agri-Days, une des thématiques de la Digifoire de Pau. Et donc tous les soirs à 18h30, il y aura un autre sujet lié à l'agriculture. Et nous, on se retrouvera d'ailleurs chaque matin, d'abord avec Romain Belli à 9h10 sur sudouest.fr dans ce même studio. Il y a un invité tous les matins. C'est moi qui suis du matin. C'est ça, c'est bien connu. Donc à partir de midi, ça sera Café La Rep, également sur le site de la République des Pyrénées.fr. Voilà, Bruno Robali relance son Café La Rep, plutôt du midi. À l'heure de l'apéritif, oui, pour Café La Rep, c'est tout à fait logique. Voilà. Même il prend les cafés à midi. Donc tous les midis, il y aura le Café La Rep avec un invité dont on parle de l'actualité. Excusez-moi, je crois que c'est pas très français ce que je viens de dire. Il interrogera quelqu'un qui a une actualité. Voilà. Exactement. Donc rendez-vous avec La République, avec Sud-Ouest. Merci à Sud-Ouest Publicité qui a mis en place également la partie commerciale de ce rendez-vous. Chers amis, nous allons vous abandonner là. À très bientôt sur ces sites internet et à très bientôt sur le plateau de la Digifoire de Pau pour que pendant 10 jours nous puissions revivre avec les mêmes sensations, les grandes thématiques qui font l'actualité de ce territoire. Bonsoir.